Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Leclerc sur Veto Micro. Bonjour Anthony, bienvenue. Bonjour Marine. Alors Anthony, tu es sorti de l'école de Nantes en 2005. Ensuite, tu as travaillé en canine en faisant des remplats et des gardes dans la région nantaise et dans le Grand Ouest, dans plus d'une vingtaine de cliniques. Aujourd'hui, on qualifierait ça de perle rare, je crois, d'autant que tu as fait ça pendant 6 ou 7 ans. Ensuite, tu t'es posé dans la région choltaise, donc en Maine-et-Loire, ou dans le Maine-et-Loire, je sais pas comment ça se dit, dans une clinique. Alors d'abord, tu étais salarié, puis après, tu t'es associé. Cette clinique, elle faisait partie d'un réseau, donc très rapidement, tu as commencé à t'impliquer dans des projets transverses, et finalement, tu as été nommé responsable de la communication et de l'événementiel. Tu as fait des formations, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. En 2019, tu te désassocies, tu refais 2 ans de salariat, mais tu sens que quelque chose te manque dans ton quotidien. Et tout récemment, en juillet dernier, tu as quitté la clientèle pour de nouvelles responsabilités. Et aujourd'hui, tu es responsable du développement régional chez VetPartners. Et comme tu me l'as précisé en préparant cette interview, tu adores ce boulot, donc on en parlera évidemment. Tu es aussi, alors il y a beaucoup de aussi, les auditeurs vont vite comprendre, conseiller régional de l'Ordre des Pays de la Loire, très investi sur des groupes Facebook vétérinaires, et tu n'es pas que veto, puisque tu es chanteur professionnel, responsable littérature du plus grand site de fans de Star Wars d'Europe, ce qui est assez original, et évidemment tu es papa de 2 petites filles de 5 et 8 ans. Alors, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui, parce que je t'avais filé ma carte entre 2 portes à la soirée des véto-artistes à Marseille la veille de la VAC, parce que tu avais fait une prestation vocale remarquée et qui m'avait beaucoup interpellée, et tu m'as recontactée, donc je te remercie, c'est hyper cool. Est-ce que tu es prêt, Anthony ? Tout à fait prêt. Bon, impeccable. La première question, c'est la même qu'on pose à peu près à tout le monde, Sophie et moi. Cette envie de devenir vétérinaire, elle te vient d'où ? En fait, comme la plupart de mes consoeurs et de mes confrères, l'envie de vétérinaire, d'être vétérinaire, elle date de la petite enfance, à l'âge de 5-6 ans, quand les gamins disent moi quand je serai grand, je serai vétérinaire, j'ai dit ça aussi. Et comme je suis très très têtu, j'ai jamais changé d'idée en fait, et donc je me suis accroché jusqu'au bout pour faire ça. Je suis pas du tout issu d'un milieu où il y avait beaucoup d'animaux. Enfin, j'ai eu un chien, un poisson rouge, une tortue de Floride, comme tous les gamins des années 80. Mais j'ai pas grandi entouré d'animaux. Mais d'une part, j'étais quand même passionné par le monde animal. Je pense que il y a pas mal de gamins aussi des années 80 qui ont fait comme moi, qui ont collectionné les fiches des éditions Atlas là sur les animaux. Ah oui, je vois, ouais. C'est ça. Où les 60 premières sont gratuites et puis après c'est hors de prix. Et puis mes parents, même s'ils n'étaient pas dans le milieu vétérinaire, avaient des métiers quand même autour du soin, et du moins de faire attention à l'autre. C'est-à-dire que ma maman avait lâché ses études d'infirmière pour pouvoir m'élever moi et mes 4 frères et sœurs. Et quand on a été grand, après, elle a repris le boulot en tant qu'aide-soignante. Et mon père était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc j'ai quand même, moi, j'ai grandi dans un environnement où on prenait soin des autres. Des autres. Alors là, c'était pas des animaux, du moins c'était des animaux humains, mais je pense que ça m'a quand même orienté sur un métier de soin. D'accord. Et donc tu passes par une classe préparatoire ou oui. par une classe prépa, et ensuite tu décides d'aller à Nantes. Pourquoi ce choix ? C'était un choix avant tout géographique parce que j'habitais
plus près de l'école de Nantes que des autres écoles. Moi, j'ai grandi dans un petit patelin dans les Deux-Sèvres où d'ailleurs au lycée le conseiller d'orientation savait même pas comment on devenait veto. Enfin, c'était assez rare que des gamins aillent en prépa en fait dans mon petit village. Et donc et j'ai failli pas être pris d'ailleurs, c'est-à-dire que j'avais fait des demandes, je sais plus à Nantes, au lycée Clémenceau à Nantes, et puis dans d'autres lycées, et puis j'avais été mis sur liste d'attente parce que je venais d'un lycée qui était absolument pas connu, qui était absolument pas coté, et je me souviens en fait, donc je me suis inscrit en fac de médecine. Parce que c'était mon deuxième choix. Si j'avais pas pu faire veto, je me serais rabattu sur médecin. Et puis, je me souviens, 11 jours avant la rentrée en prépa à Nantes, j'ai su que j'étais pris. Donc là, ça a été le branle-bas de combat pour trouver un appartement, pour trouver, etc. Et donc, et je pense que ça a été une très très grande joie de ma vie de me dire que ça y est, je rentrais. En plus, à l'époque, je rentrais juste en prépa, sachant le taux de réussite au concours. Mais pour moi, ça y est, c'était mon premier pas vers le métier dont j'avais toujours rêvé. Et tu m'as écrit quand on a préparé cette interview que tu étais issue donc d'une famille nombreuse, tu viens de le dire, vous étiez 5 enfants si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et d'une famille modeste, et que du coup tu avais financé tes études avec des bourses mais aussi des jobs d'été, en chantant aussi, en faisant de la pique. Oui. Alors comme dans toutes les études supérieures longues, les vétos font pas exception, il y a plutôt beaucoup d'étudiants issus de milieux favorisés. Qu'est-ce que ça change d'être boursier, d'avoir dû travailler pour toi pendant ces études? En fait, j'en garde pas un souvenir que c'est changé quoi que ce soit par rapport à mes camarades. C'est-à-dire que bon, le seul truc, c'est que effectivement, pour pouvoir payer mon loyer à Nantes, il a fallu que je fasse des petits boulots. Donc j'étais guide batelier dans le Marais Poitevin. J'emmenais des gens sur ma barque, comme ça, je leur faisais visiter la Venise verte. J'ai fait beaucoup de babysitting. Et puis, à partir de la 2e année d'école, à l'époque, on pouvait encore faire ça. J'ai fait de la pique tous les ans. Et puis la fin de mes études, effectivement, je l'ai financé avec ma voix finalement, parce que j'ai décroché un poste de chanteur dans un orchestre de bal. Donc ça finançait un petit peu mon loyer et puis la nourriture, etc. Et puis les études étaient payées par le Crous finalement. Je me suis pas senti différent des autres gamins qui pouvaient des autres gamins. On n'était plus tellement des gamins à l'époque, mais bon, par rapport à aujourd'hui. Quand même, ça dépend, ouais, si, par rapport à aujourd'hui, on était quand même des gamins, c'est vrai. Mais voilà, j'ai pas senti de grosses différences par rapport à mes camarades. Alors du coup, le sens de ma question, c'était plus, est-ce que tu penses que ça a forgé quelque chose de particulier chez toi, même pour la suite après de ton parcours professionnel? Ouais, probablement. Surtout dans le début de ma carrière professionnelle de vétérinaire finalement, parce que je vois là où pas mal de mes camarades continuaient à faire des études en faisant un internat, ou en allant vers des domaines où ils n'avaient pas besoin de se confronter tout de suite à la réalité. Moi, il avait fallu quand même que je fasse des efforts supplémentaires pour arriver à être vétérinaire, et donc le but c'était de travailler le plus vite possible en fait en étant vétérinaire. Donc il n'était pas question de refaire une année d'études supplémentaires, d'autant que j'en avais fait une de trop parce que j'ai redoublé une année à l'école vétérinaire, et donc oui, il a fallu quand même que je me mette au boulot tout de suite et que je devienne indépendant tout de suite. Oui, par rapport à ça, puisque de toute façon, je ne pouvais pas être entretenu par mes parents, parce que derrière j'avais aussi 4 petits frères et sœurs, et puis que mes parents avaient pas une situation. À l'époque, ça allait déjà beaucoup mieux, mais c'était pas, ils roulaient pas sur l'or, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Donc tout de suite, tu t'es pas projeté dans un internat, résidenat. Non, pas du tout. D'accord. Non, et puis à l'époque, c'était moins. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens veulent faire des internats, des assistanats, de ce genre de choses. Nous, à l'époque, je sais pas, je dis nous, je généralise peut-être, mais moi, je voulais me confronter tout de suite au vrai monde, quoi, vétérinaire. Et d'ailleurs, j'ai commencé par faire des gardes, donc c'était vraiment en immersion totale, quoi. Et pour en revenir, tu as dit que donc tu avais trouvé un poste dans un orchestre, donc le chant faisait déjà partie de ta vie dans l'enfance. Oui, je pense que, je me rappelle pas quand j'ai commencé à chanter, mais mes parents étaient un peu globetrotters et on avait tendance à voyager beaucoup en Europe dans un fourgon aménagé camping-car.
et pour passer le temps pendant des très très longs trajets avec mes frangins, on chantait beaucoup en fait. Donc on n'avait pas d'autoradio en plus, donc on chantait à l'époque des génériques de dessins animés essentiellement. Mais donc je crois que j'ai toujours chanté. Et puis c'est une culture familiale un peu quand même. Ouais, c'est une culture familiale. Alors ouais, étonnamment, mes parents chantaient pas tant que ça au final. Mais mon père nous a quand même appris à faire des canons avec mes frangins, donc ce qui développait un petit peu l'oreille aussi. Et puis surtout moi j'ai toujours voulu faire de la musique, et vers 10 ans je crois j'avais commencé le piano. J'avais fait un peu de solfège avant, donc en solfège on chante un petit peu, hein, donc aussi. Et donc j'ai fait du piano, et très rapidement en fait le piano a été un instrument d'accompagnement en fait pour pouvoir chanter. Mais j'ai vraiment commencé à chanter de manière pas professionnelle, mais un petit peu plus correcte par le piano en fait, en m'accompagnant au piano pour faire des chansons un petit peu plus élaborées que des génériques de Dorothée, quoi. D'accord. Et c'est pendant tes études, quand tu décroches ce boulot étudiant, on va dire, que tu commences à le faire très sérieusement en fait. C'est la première fois, ouais. C'est ça. Alors la première fois, ça a pas été l'orchestre. C'est un truc qui était rigolo en fait. À l'école vétérinaire de Nantes, parce que je suis issu de Nantes, tous les ans il y avait un spectacle musical des étudiants, et donc avec mon pote Timothée Audouin qui est musicien aussi, on avait tendance tous les ans à faire des trucs ensemble. Et puis un jour on a monté un petit groupe comme ça pour faire des reprises de Disney à plusieurs voix pour le spectacle de l'école. C'était assez rigolo. Et il y a une copine de ce groupe-là qui me dit tiens, j'ai vu une annonce là dans le journal, il y a on parle de l'ère pré-internet, hein, quasiment. J'ai vu une annonce dans le journal avec une troupe de comédie musicale sur Nantes qui cherche des choristes. Est-ce que ça te dit pas comme ça va être fun, on le fait le casting tous les deux. Et donc j'y suis allé, finalement elle n'y est pas allée. Et puis c'était une troupe amateur qui montait Starmania. Et j'y suis allé, j'ai chanté une chanson pour avoir un poste de choriste, et ils m'ont dit si tu veux on te donne un rôle principal en fait, le rôle de 0 janvier dans Starmania. Donc j'ai commencé en fait par ça, j'ai commencé par la comédie musicale. Donc là j'étais pas payé, hein, c'était vraiment du bénévolat, mais il y avait un niveau quand même qui était assez correct. Et parmi mes co-chanteurs de la comédie musicale, il y en avait certains qui étaient musiciens ou chanteurs de bal, et en fait c'est eux qui m'ont un petit peu poussé à faire ça. Donc j'ai passé un autre casting en fait pour devenir chanteur d'un orchestre de bal. Ça m'a bien plu et j'ai fait ça. Mais je fais ça encore en fait. La première fois c'était en 2003, et donc ça fait 20 ans que je suis chanteur de bal. Du coup, t'étais en quelle année d'école? Eh ben, j'étais en 3e année. Et t'arrivais à concilier tous tes petits boulots alimentaires, tes études et ça? En fait, les balles c'était le samedi soir, donc finalement, ça allait. Je faisais quoi, 35 dates par an, quelque chose comme ça. Donc c'était le week-end. Et puis la pique, la pique c'était une semaine ou deux dans l'année. Oui, c'est circonscrit dans l'année. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc finalement, oui, ça allait bien. Puis faut avouer aussi, j'allais pas très très souvent en cours. Hein. Les cours magistraux, il y avait les Ronéos, je suppose. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait les preneurs et les tireurs. Les preneurs, à l'époque, les preneurs qui assistaient aux cours pour nous, etc. Puis j'ai jamais été un scolaire. Enfin, c'est l'école. C'est marrant parce que de faire des longues études comme ça quand on n'aime pas l'école, mais moi, à partir de la prépa, déjà jusqu'au bac, je travaillais pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que j'étais assez feignant pour bosser des cours, mais j'avais des grandes facilités, donc finalement, je réussissais sans avoir besoin de bosser. La prépa m'a fait mal. Hein. Quand je suis arrivé en prépa, moi, j'étais habitué à avoir de très bonnes moyennes sans vraiment bosser. Je suis arrivé en prépa, ma première note c'était 2 sur 20, ouais. Donc là ça m'a appris à travailler. On peut pas ne pas travailler du tout en prépa, mais c'est pas possible. Mais en plus à l'époque c'était alors je vous parle d'un temps, mais à l'époque c'était prépa veto, donc en plus c'était si on ratait le concours, il y avait rien derrière quoi. Rien derrière. On préparait un seul concours. Et puis après à l'école, effectivement, moi c'était pas mon truc quoi l'école, et d'ailleurs ça m'a porté préjudice parce que j'ai fait une année de plus du fait de ne pas travailler. Mais je passais plus de temps au baby-foot que dans les amphis. Hein.
à l'école Veto de Nantes, hein, les Oh copains là de là, on promo va peuvent devoir en couper témoigner. tout ça, mon Dieu. Non, j'assume aujourd'hui, finalement. Je suis pas sûr. Non, mais alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est important de travailler, hein, quand même. Ne serait-ce que pour ne pas faire une année supplémentaire. Si tes filles t'écoutent. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Pourquoi je parlais de ça? Oui, je disais que j'étais pas très scolaire. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire une année d'internat ou quoi que ce soit. Et du coup, finalement, j'avais quand même un peu de temps libre vu que j'allais pas trop en cours pour répéter mes morceaux, ce genre de choses, quoi. Pour développer finalement ton côté créatif. Ouais, c'est ça, pour développer mon côté créatif, mon côté musicien, quoi. D'accord. Donc tu finis tes études à Nantes. Comment ça se passe ton entrée dans la vie active? Comment tu choisis ton premier boulot? Voilà, comment tu abordes cette partie-là du tout début de ta carrière? Bah, à l'époque, on avait moins de choix quand même. Là, ça fait vieux de dire ça, mais donc en 2005, il y a du boulot, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, disons qu'il y a plus de candidats par rapport au nombre de postes proposés, et donc en fait, on prend ce qu'on trouve, quoi. C'est-à-dire que l'élément principal, c'était un élément de proximité. Donc, c'est-à-dire que j'ai bossé dans des petites cliniques qui étaient pas très loin de chez moi. Et puis après, de proche en proche, voilà, j'ai bossé pour un veto qui connaît un autre veto qui cherche quelqu'un, et donc je fais des tout petits remplats en fait. Je fais des une journée par semaine, ou alors je fais une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais ça, c'est un choix. Tu choisis de te mettre en mode remplat et pas de chercher un CDI. Ouais. Alors au début, c'est un peu pour mettre un pied dans le milieu vétérinaire. Ouais, c'est ça, pour me faire la main. Et assez rapidement, oui, ça devient un choix de pas me fixer. Donc pendant 7 ans en fait, j'ai fait que ça, j'ai fait que des remplacements et des gardes aussi, hein. J'ai assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai été de garde pour une structure qui s'appelait à l'époque sur toute l'agglo nantaise, qui s'appelait Veto 44. C'était avant l'avènement des CHV et des structures de garde. En fait, c'était toutes les cliniques et les cabinets de Nantes et de l'agglomération qui étaient de garde à tour de rôle. Et moi, je faisais des gardes pour 4-5 cliniques en fait, comme ça. Donc j'étais souvent de garde. En fait, je travaillais quasiment plus la nuit et les week-ends que la journée. Et en fait, très rapidement, ça m'a permis de voir plein de manières différentes de travailler tout seul, travailler en équipe, travailler avec plein d'ASV, travailler avec aucune ASV, etc. Et acquérir d'une part des techniques un peu différentes en fonction des gens avec lesquels je travaillais, et surtout très rapidement, je me suis dit, tiens, je vais accumuler ce genre d'expérience pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et enfin, pour moi, en tout cas, ce qui marche pour moi, ce qui marche pas pour moi, pour pouvoir après me faire une espèce de liste mentale des choses que je veux dans ma propre clinique et des choses que je veux pas, et de ce que je veux faire dans ma propre structure. Et donc pendant 7 ans, je fais ça. Donc j'ai bossé pour une 20aine de cliniques en tout. Ça a été hyper enrichissant, avec des gens super, avec des gens moins super, voilà. Mais ça m'a permis de me dire ça, je veux faire ça, je veux surtout pas faire ça. Et après, en fin 2012, début 2013. Et attends, là-dessus, je reviens, j'ai une question. Ouais. Finalement, toi qui disais tout à l'heure que t'étais pas hyper scolaire Oui. et que l'école, les cours magistraux, c'était pas ton truc, quand tu arrives dans la vie active, de mettre les mains dedans, est-ce que là, tu te sens à ta place? Ouais, mais là, voilà, là, je fais enfin ce que je voulais faire. C'est-à-dire que l'école, c'était un moyen pour être vétérinaire. Et là, je suis enfin vétérinaire. Donc là, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Donc tu te prends pas un mur là, il y a pas mal de gens qui disent il y avait un décalage entre ce que j'attendais et la réalité. Toi en fait c'est un accomplissement pour toi, cette entrée dans la vie active. Et en fait moi, mon entrée dans la vie active, c'est ça y est, je me confronte à la réalité, et la réalité en fait, c'est à peu près ce que j'attendais. C'est-à-dire que mais je pense que c'est la plupart des gens de mon âge qui ont commencé comme ça, je pense que ça a été ça en fait, hein. C'est-à-dire que on avait une idée assez juste de ce qu'était le métier vétérinaire. Et puis en plus à l'école, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'école vétérinaire de Nantes, dans les années début des années 2000, on pratiquait énormément en fait. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école, j'avais fait plein de chirurgies, plein de motifs de consultes différents, etc. J'avais vu beaucoup de patients, beaucoup de clients, et je me sentais pas alors c'est sûr, on arrive, on est tout jeune, alors surtout quand on est de garde et qu'on est tout seul,
on sait qu'on ne sait pas tout, mais je me sentais pas non plus un imposteur, quoi. Et ouais, ça correspondait à peu près à ce que j'imaginais. Ouais, d'accord, c'est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui on parle beaucoup de décalage, de distorsion et c'était peut-être pas le cas avant, effectivement. Bah, alors avant, je sais pas, mais en tout cas pour moi, c'était pas le cas. C'est-à-dire que moi j'ai eu des désillusions par rapport à des personnes, mais j'ai jamais eu de désillusions par rapport au métier lui-même. Et par rapport à la clientèle, par rapport à me confronter aux clients, ça a jamais été vraiment un problème, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, tu étais en train d'aborder 2012. Si j'ai bien compris, 2012, c'est le moment où arrive ce fameux CDI où tu décides de poser tes valises. Je sais pas comment faut le dire, mais... Ouais. C'est fin 2012, hein, décembre 2012, je crois. Je vois une annonce, c'était un peu loin en plus de chez moi, c'était à 1h30 de route de chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai répondu à cette annonce-là. Si, en fait, je sais pourquoi. Parce que l'annonce, c'était pour développer une clinique et en vue d'association. Et moi, ça y est, je me sentais prêt. Ça faisait 7 ans que j'avais bossé un peu partout. Et je me sentais prêt à me jeter dans le grand bain. Et en fait, ça m'avait plu de voir un truc qui disait que c'était pour développer une activité. Et en fait, je suis arrivé dans une clinique qui existait depuis à peu près 1 an, où il n'y avait pas énormément de boulot pour le moment, mais où tout était à créer. Et ça me plaisait beaucoup parce que justement, c'était un petit peu le but de tout ce que j'avais fait jusque-là, c'est d'acquérir plein d'expériences et d'idées pour pouvoir créer après une clinique qui serait à l'image de ce que à mon image et qui serait un peu celle que ma clinique idéale, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui te donnait envie de t'associer et de prendre des responsabilités? Alors, de m'associer, c'était parce que je me sentais un petit peu je faisais énormément de choses en tant que salarié et notamment dans le développement et je me sentais pas légitime en tant que salarié pour manager, pour prendre des décisions par rapport à la clinique, par rapport à des nouveaux services que j'ai créés pour la clinique, etc. Et pour moi, j'avais vraiment besoin de me sentir légitime et de participer d'être à la table des décideurs, en fait. Dans l'association, c'était une petite clinique canine où on était 2 vétérinaires, mais qui était rattachée à une plus grosse clinique mixte avec 5 ou 6 vétos. Et donc on était quand je me suis associé, en fait, on était associés. Mes associés travaillaient d'une part dans la clinique, dans la même clinique que moi, et aussi dans l'autre clinique. Donc on était 5 associés. Et pour moi, être associé, ça voulait dire faire partie de ceux qui allaient prendre des décisions pour le développement, en fait, de cette clinique-là. Donc c'était vraiment ça que je voulais, et je voyais ça un petit peu comme un accomplissement, en fait, du parcours, quoi. C'est-à-dire un petit peu comme la ligne d'arrivée d'une part du parcours, et puis la ligne de départ d'une nouvelle aventure, quoi. Donc finalement, tu t'avais pas imaginé ta carrière sans t'associer. C'était une évidence, non. Quelque part, qu'à un moment donné, t'allais t'associer. Ouais. À l'époque, c'était un peu le but, ouais. Ouais, complètement. J'étais pas pressé, mais clairement, à la base, je m'étais dit, je veux m'associer avant mes 30 ans. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, avant mes 30 ans. Bon, finalement, on se fixe tous des objectifs comme ça. Voilà, je veux faire mon premier enfant avant tel âge. Je veux m'associer. Oui, et en fait, après, on est rattrapé par la vie. Hein. Ouais, c'est ça. Finalement, je me suis pas associé avant mes 30 ans, mais en tout cas, l'association, oui, ça faisait partie de mes objectifs de carrière, quoi. D'accord. Et tu parlais de 2 cliniques. Donc, comment vous passez de 2 à 15 cliniques? C'est ça que tu m'as... Alors en fait, c'était une clinique qui faisait partie d'un petit réseau, en fait, local, enfin sur l'ouest, de 6 sociétés, toutes multisites, entre 2 et 3 sites, qui avaient mutualisé un certain nombre de choses, donc qui avaient créé une autre entité juridique sur lequel on centralisait la comptabilité, la RH, le développement, la communication, etc. C'est avant-gardiste. Ouais, franchement, d'ailleurs, je peux les carrément. citer parce que je trouve que c'est un modèle, et c'est Excelvet, donc dans l'Ouest, et en fait, cette entité-là avait pour but vraiment de développer des projets en commun pour toutes les cliniques, donc il y avait une quinzaine de cliniques en tout, et
et oui, effectivement, là, il y avait en plus de ce côté médical et puis un petit peu bidouillage en termes de management, de gestion, il y avait une vraie vision entrepreneuriale dans ce truc-là et une vraie vision de développement qui me plaisait beaucoup en fait. Et donc assez rapidement, on m'a confié comme je suis d'une nature sociable et fêtarde, on m'a confié les rênes d'une petite équipe chargée d'organiser des événements pour le réseau. Donc on faisait 3 soirées par an, on faisait un arbre de Noël, un barbecue et puis une soirée à thème. Alors, des trucs de cohésion d'équipe. Exactement, mais pour que justement toutes les cliniques qui parfois étaient un petit peu éloignées géographiquement, toutes les équipes ASV et vétérinaires puissent se rencontrer autour d'événements festifs et créer du lien en fait entre les gens. Et ça c'était super. En plus j'avais une équipe géniale. Donc j'ai pris en main ces choses-là et puis grâce à ce réseau-là aussi on a pu accéder à certaines formations qui étaient pas cœur de métier quoi, des formations des petites formations en communication, en management, en force de vente et ça m'a énormément plu de faire ça et puis comme dans ma propre clinique c'est un peu moi qui gérais toute la com vers la clientèle notamment, enfin c'est moi qui gérais la page Facebook, je faisais une newsletter, enfin je faisais plein de trucs. Assez rapidement en fait on m'a proposé de prendre en main la communication de tout le réseau et donc je suis devenu directeur de la communication du réseau, ce que je faisais en plus de mon boulot de vétérinaire praticien. Oui, donc tu diversifies finalement tes compétences et tes activités. Et ça, je suppose que comme tu es très créatif, c'est quelque chose que tu vis bien et qui te plaît parce que c'est complémentaire finalement. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'ai besoin de, une seule vie, ça me suffit pas. Moi, j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Je suis un peu hyperactif. Et comme beaucoup de confrères et de consoeurs. Ouais, je pense comme beaucoup de vétérinaires, effectivement. Et une de mes devises, enfin ma devise en fait, c'est une phrase de Jean-Jacques Goldman dans une chanson de Frederick Goldman Jones qui dit vivre même à demi, tant pis, mais vivre sans vie. Voilà. C'est très beau. Ouais, je le trouve aussi. Et effectivement, moi, avoir un seul métier, une seule activité, pour moi, c'est impossible, quoi. Et donc là, voilà, j'étais vétérinaire. En plus, j'étais directeur de la com, directeur de l'événement. Bon, puis en plus, j'avais mes activités de loisirs à côté qui prenaient pas mal de temps aussi. Donc là, j'étais heureux, quoi. J'avais besoin de nourrir ce côté hyperactif, quoi. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement ce côté touche à tout et cette espèce de double casquette, ça te permet d'apprécier d'autant mieux ta partie de praticien clinique? Oui, parce que je pense que si j'avais été juste praticien clinique, il y a un moment où ça m'aurait pas suffi et ça m'aurait et finalement je me serais morfondu. Alors que là, en faisant plein de trucs à côté, j'arrivais à nourrir plein de besoins en fait différents et du coup à apprécier tout ce que je faisais. Tiens, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours voulu rester généraliste, parce que être spécialiste pour moi, c'est restreindre en fait la diversité de ce qu'on peut faire, et pour moi, c'est impossible. Restreindre le rayon de ce qu'on peut faire, c'est une torture, quoi. Ça me conviendrait pas du tout. Et donc effectivement, le fait de pouvoir faire quelque chose à côté faisait que mon boulot de praticien m'a toujours plu autant, quoi, au cours des années. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu soulignes là, parce qu'en fait, on est même en France, dans tous les domaines et aussi dans la médecine vétérinaire, un peu des adeptes de l'expertise à outrance, alors que finalement, il y a potentiellement pas mal de profils comme toi qui auraient besoin d'avoir des choses très diversifiées, et à un moment ça crée une espèce de distorsion chez certains confrères ou consoeurs qui font plus que la même chose, quoi. Et ça participe peut-être aussi aux difficultés, une partie des difficultés que rencontre la profession. C'est possible, et puis peut-être aussi c'est un besoin de faire plein de choses, c'est peut-être un besoin qui se développe avec l'expérience, parce que je vois en tant que conseiller de l'ordre, j'inscris quand même beaucoup de jeunes qui viennent d'être thésés, les inscrits au tableau de l'ordre,
il y en a beaucoup en fait qui cherchent à se spécialiser, mais de plus en plus quoi. Et même sans être hyper spécialisé, je vois par exemple les gens qui font les jeunes qui font de la rurale, ils veulent faire que de la rurale. Les jeunes qui veulent faire de la canine, ils veulent faire que de la canine. Bon, ça a toujours existé, mais on rencontre très peu de profils de gens qui veulent faire de la mixte. Ouais. Et peut-être que au bout d'un moment, en vieillissant, ça va leur passer et qu'ils vont dire non, mais en fait, j'ai bien envie de diversifier quoi, ce que je fais. Ouais, je sais pas. Probablement que ça se passe comme ça. Oui. C'est un peu les échos que j'ai. Ouais, c'est tout à fait possible. Et en fait. Moi j'ai pas choisi, c'était pas un besoin conscient de dire je veux faire le plus de choses possible. C'est arrivé avec le temps en disant tiens j'ai entendu de l'harmonica, tiens je vais me mettre à l'harmonica, j'ai entendu du handpan, je vais m'acheter un handpan et je vais faire du handpan quoi. Enfin c'est vraiment là je viens de m'acheter un appareil photo. Enfin c'est vraiment c'est des envies qui prennent comme ça et qui font que on fait de plus en plus de choses au fur et à mesure, mais c'est pas un besoin d'apprendre aussi, un besoin d'apprendre en permanence. Ouais, totalement. D'accord. Alors, on va passer à une autre partie de ton parcours. En préparant cette interview, tu m'as dit qu'en 2019, alors que tu étais donc toujours associé dans cette structure dont tu viens de parler, tu vis une année compliquée sur le plan personnel et sur le plan professionnel et que ça se solde par ton retrait de cette association. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, c'est les aléas de la vie en fait. J'étais marié j'avais 2 enfants, enfin j'ai toujours 2 enfants d'ailleurs, mais je suis plus marié. Et ma femme et moi nous sommes séparés en fait. C'était pas une décision de ma part. Et ça a été, j'ai pris ça un petit peu comme une surprise d'une part, et puis ça a été très compliqué pour moi. Et puis et ça, du coup, ça a un petit peu influé sur les relations que je pouvais avoir avec mes associés en fait dans la clinique, parce que moi j'étais pas bien, et puis du coup nos relations se sont tendues à tel point que je me suis mis, mon médecin m'a mis en arrêt en fait pour dépression, et mes associés au bout de quelques mois m'ont fait part de leur désir que je ne revienne pas. Donc ça a pas amélioré, on va dire, mon moral. Ça a été difficile. Après, je veux dire, c'est la vie, et puis finalement c'est ce qui mène à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet, la dépression, parce que c'est quand même quelque chose. Toutes les études montrent que on a je sais pas comment on dit, mais un terrain, en tout cas, une propension à faire des burn-out ou être dans des états dépressifs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on peut plus travailler et pourquoi on se retrouve dans une situation où on a des arrêts longs, parce qu'effectivement ça passe pas en une semaine. Je pense que c'est pas mal d'expliquer cette partie-là. Eh ben, avant de faire une dépression, c'est quelque chose que je comprenais mal. Je me dis, pour moi, un petit peu de manière un peu ignare finalement. J'avais l'impression que les gens qui étaient dépressifs, c'était des gens qui s'écoutaient beaucoup et qui n'avaient pas énormément de volonté, quoi. Et quand j'ai expérimenté malheureusement la dépression, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une vraie maladie physique. C'est-à-dire que il y a des matins où c'est impossible de sortir du lit. On fait des crises d'angoisse qui nous scient les pattes. Enfin, moi, il a fallu parfois que je m'asseille par terre au milieu d'un rayon de supermarché, parce que je ne pouvais plus rester debout, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a des symptômes physiques, et effectivement, c'est pas quelque chose qui passe en prenant un Doliprane, quoi. Donc c'est extrêmement long. Il y a tout un processus de reconstruction, de reconstruction de son estime de soi, de ses relations aux autres aussi, parce que les gens qui sont dépressifs sont pas les meilleurs camarades du monde, non plus, donc c'est pas évident. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que non, la dépression c'était pas juste des gens qui s'écoutaient beaucoup, quoi, que c'était une vraie maladie et que c'était compliqué. Dans mon cas, je pense pas qu'on puisse parler de burn-out, parce que même si effectivement le métier avait un certain poids quand même dans cette dépression, c'était pas
totalement ça. Et je pense que si ça avait été ça, je serais peut-être pas revenu au monde vétérinaire. Oui, le problème n'était pas le travail, c'était une dépression plutôt réactionnelle à cette rupture. Mais je trouve ça hyper important de le dire que c'est une maladie, qu'effectivement on entend pas mal. C'est des gens, ils ont qu'à, trivialement se sortir les doigts, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et il y avait une part de moi qui le pensait effectivement avant d'expérimenter ça. Et d'ailleurs. On voit bien qu'il y a ceux qui en ont fait et qu'il y en a ceux qui en ont pas fait en fait. Complètement. Parce que quand j'ai fait cette dépression, j'ai été soutenu par des gens qui étaient, alors certains des proches, mais certains autres qui étaient plus des camarades ou des relations un petit peu distantes, mais qui étaient pas proches de moi et qui m'ont soutenu énormément parce que eux étaient passés par là, ils savaient ce que c'était. Et je les en remercie d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui j'en suis sorti et c'est beaucoup grâce à eux. Mais effectivement, je pense que tant qu'on n'en a pas fait, c'est compliqué de savoir ce qu'est vraiment une dépression. Oui, ça c'est vrai. Après, plus on en parle, plus on lève le tabou là-dessus, plus ce sujet devient facile à appréhender et plus les gens sont soutenants. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais attendu de ton entourage professionnel à ce moment-là? Ce que j'aurais pu attendre de mon entourage professionnel, c'est de la patience, en fait, parce qu'effectivement c'est très long de guérir d'une dépression et t'as été arrêté combien de temps? Et quelque part en tout 9 mois. Ouais, c'est ça, c'est assez classique, 6 mois, 1 an, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, mes collègues ont été assez soutenants. En me disant prends ton temps, on guérit pas en 3 semaines d'une dépression, donc il faut vraiment que tu te consolides. Et puis au bout de 3-4 mois, j'ai senti que ils s'impatientaient un peu, c'était un peu ça fait quand même 3-4 mois qu'on est obligé de se débrouiller sans toi et c'est compliqué et voilà. Et donc si jamais vous êtes alors petit message à nos auditeurs, si jamais vous êtes collègue d'une personne en dépression, sachez que c'est très long, alors c'est sûr, c'est des difficultés supplémentaires, faut pouvoir suppléer, etc. Mais si vous voulez récupérer quelqu'un qui est solide, il faut vraiment lui laisser le temps et lui laisser le temps de la reconstruction. Et d'ailleurs dans un boulot que j'ai eu après, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a fait une dépression aussi et qui lui n'a pas pris le temps malheureusement de se guérir et qui est revenu, qui a rechuté. Ouais. Ça marche pas quoi. Enfin, faut vraiment se consolider avant de revenir parce que sinon c'est de pire en pire. Je te remercie pour ce partage d'expérience, c'est un super témoignage et aussi, je trouve, parce que quand on voit ton énergie aujourd'hui, l'envie de partager qui se dégage de toi, on se dit qu'on peut, dans sa vie, traverser une mauvaise passe, traverser un épisode dépressif long et intense, et retrouver la joie de vivre et la personne qu'on était. Et ça, je pense que c'est un message hyper positif. Voilà. Alors, je veux dire un truc par rapport à ça. Le milieu vétérinaire a été très aidant aussi dans ma reconstruction, d'accord. Et notamment, et ça, je veux remercier Dohan Tran par rapport à ça. Le groupe Soyons plus que vétérinaires et ASV sur Facebook a été, je pense, un des médicaments contre la dépression, parce que j'étais dans une période où j'étais en très grand questionnement sur ma propre valeur. Enfin, ma femme m'avait quitté, mes associés voulaient pas que je revienne. Il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que mon estime de moi était au plus bas. Et en fait, le groupe SPQVA sur lequel j'ai pu partager un certain nombre de projets artistiques m'a permis de reprendre confiance en moi et de me dire mais si en fait j'ai de la valeur et les gens me montrent de la bienveillance et ils aiment ce que je fais et en fait je suis peut-être pas si nul que ça finalement. Et je pense que le SPQVA a été un des moteurs de ma reconstruction. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, Dohan Tran, c'est l'épisode numéro 13, voilà. Alors donc tu te désassocies à l'issue de cet épisode dépressif et tu reviens au salariat, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, moi je me sentais guéri. J'avais réussi à sortir de cette association qui ne me convenait plus
Voilà, je suis parti, j'ai démissionné en fait de mon poste de gérant, et j'ai envie de revenir au métier que j'aimais, quoi, finalement, parce que vétérinaire, ça restait toujours ce que j'aimais faire. Et donc, avec des contraintes géographiques, puisque j'ai 2 enfants en garde alternée, donc je peux pas m'éloigner énormément. J'ai cherché un petit peu du boulot autour de chez moi, et un peu par hasard, j'ai trouvé une annonce, et donc je suis allé bosser dans cette équipe qui était hyper bienveillante, hyper entourante, et puis rigolote, quoi. Enfin voilà. Aujourd'hui, même si je travaille plus avec eux, je reste pote avec eux, et de temps en temps je m'arrête prendre un café ou une bière avec eux, et ils m'ont remis le pied à l'étrier. Alors comment finalement en 9 mois j'avais pas tant perdu que ça, donc au niveau parce que ça c'était une crainte, hein, quand même, hein, quand on n'exerce pas pendant 9 mois et qu'on retourne au boulot, on se dit mais est-ce que je vais savoir encore faire, quoi. Et puis en fait bon, ça c'est revenu très naturellement, mais surtout ils m'ont redonné l'envie, quoi. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Voilà. Et grâce à cette équipe, en fait, je me suis dit quand même c'est un super boulot, quoi, vétérinaire, et j'ai bien fait de revenir, quoi. Et le fait de passer d'associé à salarié, donc de plus avoir Ouais. certaines responsabilités ou ni pouvoir de décision, ça te convient à cette période-là? Il y a du oui et il y a du non, on va dire, parce que effectivement c'est confortable. C'est confortable d'être salarié, de pas avoir de décision à prendre, de pas avoir à gérer, de faire ses horaires, et puis de gérer uniquement ses clients, quoi. D'autant que en plus j'avais une équipe, j'avais une hiérarchie qui m'ennuyait pas, quoi. Enfin qui m'embêtait pas, qui était pas du tout hiérarchique, qui était pas descendante, et qui me faisait pas sentir le poids de la subordination. Voilà. Donc j'avais pas l'impression d'avoir des chefs, mais j'avais pas besoin, moi, de gérer les soucis de la clinique, quoi. Donc c'était confortable, mais quand même il manquait un truc, parce que ça faisait 7 ans que je faisais un peu du développement au sein de ma clinique, au sein du réseau Excelvet, et là en fait je me retrouvais juste médecin chirurgien, et finalement j'avais rien à développer parce que j'étais pas décisionnaire. Puis en plus, bon, il y avait beaucoup de boulot, on n'avait pas spécialement le temps de développer des choses comme j'avais pu le faire dans mon précédent métier. Et c'est pas tellement le fait de pas être associé qui me gênait, c'était plus le fait de pas avoir le temps et les moyens de développer des nouvelles choses. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu parlais aussi de cette histoire de garde alternée. Tes filles, elles avaient quel âge à ce moment-là? Quand on a commencé la garde alternée, mes filles avaient 5 et 2 ans. Oui, donc c'est des enfants en bas âge. C'était des petits enfants. Ouais. Ouais. Comment tu gères les semaines où tu les as avec le métier de vétérinaire? Comment ça s'organise? C'est compliqué, hein, mais ça, tous les parents vétérinaires le savent. Hein, c'est compliqué de gérer des journées vétérinaires avec de la garde d'enfants. C'est-à-dire que en règle générale, je rentrais le soir, il était 7h30, 8h, j'ai récupéré mes pépettes chez la nounou, elles avaient déjà mangé. Et puis voilà, c'était l'histoire du soir, et puis au dodo, quoi. Donc je les voyais pas beaucoup en semaine. Donc je les voyais un peu plus le week-end, du moins les week-ends les samedis où je travaillais pas, quoi. Je faisais assez peu de garde, hein, donc déjà ça c'était confortable par rapport à la garde d'enfants. Mais essayer de caler tes gardes en fait sur la semaine où t'avais pas tes filles. J'en faisais très peu, hein. J'en faisais quasiment pas. En fait, j'étais salarié dans une structure mixte, et ne faisant que de la canine, en fait, les canins, on était quand même moins de garde puisqu'on n'avait pas la compétence sur les bovins et sur les appels de rural. Donc j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 5 gardes en 2 ans, 5 ou 6 gardes en 2 ans. Donc c'était vraiment très peu. Donc ça n'influait pas tellement sur la garde de mes enfants. Mais en tout cas, oui, c'était le mercredi, elles étaient chez la nounou toute la journée. Le soir, je les récupérais, il était tard. En plus, tous les praticiens le savent, on sait à quelle heure on commence, on sait pas toujours à quelle heure on finit, hein, nos journées. Donc il y a des soirs où je rentrais très tard, où j'allais chercher chez la nounou, il était 21h. Bon, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Et
Et il y a une forme de culpabilité dans tout ça, le fait d'être en plus en alterné et de les avoir qu'une semaine. Il y a une forme de culpabilité, et puis il y a aussi une fatigue par rapport à ça, parce que alors surtout maintenant que je ne les ai plus qu'une semaine sur deux, la semaine où je les ai, j'ai envie de les voir, quoi. Hein, forcément, je les ai pas tout le temps, donc je veux profiter d'elles un maximum. Donc il y a une part de culpabilité et qu'aurait pu être plus importante encore si mon ex-femme, leur maman, donc était pas dans le milieu vétérinaire aussi, parce que du coup elle connaît ça et finalement elle a les mêmes problématiques que moi. Ouais. Donc si elle pouvait passer énormément de temps par rapport à elle et que par rapport à moi, pardon, et que moi je passais très peu de temps les semaines où je les avais par rapport à elle, j'aurais pu me sentir encore plus coupable en disant moi je veux la garde alternée puis finalement je peux pas m'en occuper, quoi. Là, c'était homogène et vous aviez les mêmes problèmes. Finalement. Ouais, on avait à peu près les mêmes problématiques et puis voilà. Puis on avait la chance aussi d'avoir une nounou qui était très compréhensive, puis qui était très flexible, quoi, sur nos horaires. Ce qui est pas évident en campagne, parce que j'habite à la campagne. Moi aussi. Ouais. J'ai une nounou en or aussi. Voilà, donc merci nounou si tu écoutes. Merci tatate. Mais ouais, c'était quelque chose qui était, c'est peut-être ce qui me pesait le plus en fait dans le métier de praticien. Mais ça m'étonne pas, et c'est des sujets, nous on le voit, on a ouvert une rubrique parentalité sur Thémavet, tellement c'est un sujet en fait de comment on gère ce quotidien professionnel, a fortiori quand on est des couples de vétos avec des gardes des deux côtés, et finalement c'est pas du tout c'est quelque chose qui prend beaucoup de place en charge mentale et qui est pas encore trop abordé par la profession, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors moi je suis modérateur sur le groupe Facebook vétérinaires et parents. Oui. Voilà. Donc mettre à lien. Voilà. Ouais, complètement. Et c'est effectivement, c'est des problématiques qui reviennent souvent parce qu'on est tous confrontés un petit peu à ça, aux horaires à rallonge et au temps qu'on peut consacrer à nos enfants, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des problématiques qui sont mises en avant dans le recrutement aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de candidats qui disent mais par contre moi je veux mes mercredis, ou par contre moi je veux finir à 17h au moins 2 soirs par semaine, etc. Et ça s'entend, quoi. C'est des choses qui peuvent s'entendre parce qu'effectivement l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est quand même compliqué avec ce métier de vétérinaire. Oui, bien sûr. Et alors, comment tu arrives chez Vet Partners? C'est récent, du coup. Ouais, c'est récent. Ça fait 6 mois que je suis chez Vet Partners. Et en fait, là, comme tout le monde, hein, moi, j'ai vu les corporates arriver sans trop savoir quoi en penser. En plus, je fais partie du Conseil de l'Ordre. Donc, on connaît les positions du Conseil de l'Ordre envers les groupes. Hein. Enfin, je pense. Bon, je pense que tu peux les rappeler. Ouais. On a des jeunes auditeurs. Ouais, bon, en gros, les conseils de l'ordre, c'est un avis personnel que je vais vous donner, mais on va dire que le Conseil national de l'ordre ne voit pas d'un bon œil les corporates, et il y a un certain nombre de flous juridiques qui sont mis en avant avec des lectures du code de déontologie qui divergent entre les groupes et les conseils de l'ordre, tout simplement. Et donc il y a les corporates, c'est les chaînes de cliniques ou les groupements de cliniques. C'est les groupes les groupes de cliniques. Alors on en reparlera peut-être, mais je fais vraiment une différence entre les chaînes et les groupes. Hein. C'est très différent. Moi, je fais pas partie d'une chaîne. Je bosse pas pour une chaîne. Mais oui, les groupes, c'est en gros, ce sont des groupes de cliniques avec des investisseurs tiers, hein. C'est-à-dire que des investisseurs externes qui ne sont pas vétérinaires et qui financent en fait des cliniques vétérinaires. Voilà. Donc moi, je vois arriver ces corporates avec beaucoup de méfiance, un petit peu comme tout le monde, d'inquiétude. Un petit peu comme tout le monde, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. On entend dire beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, à savoir tu vas voir, tu vas bosser si ta clinique est rachetée le lundi matin, tu vas recevoir un appel en te disant cette semaine il me faut tant de radio, il faut que tu fasses tant de chiffre d'affaires il faut que tu fasses tant d'analyses, etc. Et puis voilà, donc avec des inquiétudes par rapport à l'indépendance de l'exercice.
Bon, voilà, donc on entend dire, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se taisent aussi par rapport au groupe. Je sais pas trop comment ça arrive. Et puis moi j'ai cette petite rengaine du développement qui tourne dans ma tête en me disant purée, ça me manque quand même. J'adore ce que je fais, j'adore la clientèle, j'adore la chirurgie, j'adore la pratique. Mais quand même le développement ça me manque énormément. Puis un jour je vois une annonce, en fait je regarde sur VetoJob et je trouve en fait il y a une annonce comme ça, VetPartners recrute un directeur régional de développement. Je sais pas ce que c'est, je m'y attarde pas. Moi je regarde si un petit peu quel est l'état du marché vétérinaire. Parce que je cherche aussi à me rapprocher un petit peu. Je travaille dans une clinique qui est un petit peu loin de chez moi, donc je regarde s'il n'y a pas des postes un peu mollement, on va dire, s'il n'y a pas des postes plus près de chez moi, etc. Donc j'y fais pas trop attention. Et puis j'y regarde, je vois que cette annonce elle perdure, etc. Et donc je regarde un petit peu l'intitulé du poste et du coup je vais voir un petit peu sur le site de VetPartners et je lis un peu les valeurs de VetPartners, la façon dont ça fonctionne, etc. Et puis je me dis mais finalement est-ce que c'est pas ça que tu as toujours voulu faire là depuis que t'as quitté Excelvet, c'est faire du développement justement. Donc je décide de postuler, surtout pour savoir un petit peu ce que c'est quoi. Et puis je passe un entretien, je vais dans les locaux de VetPartners, etc. Je trouve une équipe qui est hyper bienveillante, qui a l'air heureuse de travailler ici. Enfin, ça fourmille un petit peu au siège de VetPartners, de gens qui sourient tout le temps et qui ont l'air de super bien s'entendre. Et donc je m'entretiens avec Vincent Paresse, qui est le directeur général de VetPartners, qui m'explique un petit peu ce qui est attendu de ce rôle-là et surtout la façon dont fonctionne VetPartners. Et en fait je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire quoi. Moi je suis arrivé dans le conseil de l'ordre pour servir la profession, pour servir les vétérinaires en fait, pour améliorer le quotidien des vétérinaires. Bon, il s'avère que c'est pas exactement ce qu'on fait dans le conseil de l'ordre, mais on essaye quand même, on essaye d'œuvrer pour la profession. Et en fait, le poste qu'on me propose là, c'est d'améliorer le quotidien des confrères et des consoeurs, des ASV, etc. Donc il y a un alignement de valeurs en fait qui s'est fait instantanément. Ouais, c'est ça. En plus, il y a un truc quand même, c'est que quand je me désassocie en 2020, en 2019, au début, je me dis, comme je suis en dépression, je me dis, est-ce que je vais être capable de revenir à ce métier de vétérinaire ? J'étais pas sûr. J'étais même pas sûr d'en avoir envie. C'est un symptôme classique de la dépression, c'est-à-dire de se demander si on va être capable d'avoir l'énergie de revenir, de recommencer quoi. Et je suis pas sûr, d'avoir envie, parce que comme on va dire le métier fait partie un petit peu des causes de la dépression. Je me dis mais finalement si je recommence, je vais replonger quoi. Et à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Alors, je sais faire plein de trucs, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre et qui peut me faire vivre et qui est compatible avec aussi une garde d'enfants, etc. Et en fait, je me dis en fait, moi j'adore le développement, j'ai fait quelques formations, tout ça, je connais pas mal de choses, et si je créais ma boîte de coaching en fait, voilà, c'est un peu à la mode en plus le coaching, voilà. Vétérinaire. Et si je devenais finalement développeur mais en freelance quoi, pour les cliniques vétérinaires. Ouais. Et puis j'en parle à quelques personnes autour de moi qui me disent ouais mais enfin honnêtement faire ça, enfin tu vas pas te payer tout de suite, t'as des traites, t'as ta maison à payer, puis surtout ça veut dire que tu vas être sur la route tout le temps et en fait tu vas pas voir tes gosses quoi. Donc je laisse tomber l'idée, mais c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Et puis là, je vois cette annonce et finalement on me propose ce que j'avais voulu faire à cette époque-là, mais en salariat, avec la sécurité de l'emploi, avec les avantages, la mutuelle, les trucs, enfin bon, etc. Et je me dis c'est je sais pas, c'est un signe quoi. Ouais, ça match, c'est parfait quoi. Ça match quoi. Donc avec toujours cette petite crainte de dire c'est un corporate, c'est un groupe, tu sais pas comment ça fonctionne les groupes, si ça se trouve entre les valeurs qui sont affichées et puis ce que tu vas vivre au quotidien, si ça se trouve il y a un gap quoi.
Donc voilà. Donc j'y vais quand même, quoi. J'y vais, je me dis de toute façon. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chaîne et groupe? Ouais, si tu veux. C'est un jugement de valeur et c'est vraiment un avis tout à fait personnel. Mais pour moi, une chaîne, c'est un ensemble de cliniques où les règles sont les mêmes, où les outils sont les mêmes, où quelle que soit la ville et l'endroit où tu fonctionnes, ça a le même nom, c'est les mêmes outils et c'est les mêmes protocoles, etc. C'est une franchise, quoi. Ouais. Tu vas dans un McDo, que ce soit à Lille ou à Marseille, tu vas manger la même chose et les process sont les mêmes. Ça pour moi c'est une chaîne. Un groupe, pour moi c'est plus des vétérinaires qui vont avoir un certain nombre d'outils en commun, une mutualisation de moyens, mais qui vont garder leur identité, qui vont garder leur indépendance alors je peux parler que de VetPartners parce que c'est le seul que je connaisse vraiment intimement, mais chez VetPartners, une clinique VetPartners ressemble pas du tout à une autre clinique VetPartners. D'ailleurs, le nom VetPartners n'apparaît pas sur les cliniques. C'est quelque chose qui est... Chacun garde son identité. Chacun garde son identité, chacun garde sa manière de travailler, chacun ses outils, ses protocoles, etc. Et un groupe, pour moi, il est là pour accompagner les cliniques plutôt que de les normaliser. D'accord. Voilà, c'est ça pour moi la différence entre une chaîne et un groupe, et c'est pour ça que VetPartners n'est pas une chaîne, puisque on ne normalise pas la pratique et que chaque clinique travaille en toute indépendance, garde son identité, garde son autonomie, dans une certaine mesure évidemment, et voilà, c'est la différence pour moi. Et toi, c'est cette notion d'accompagnement, tu disais tout à l'heure d'améliorer le quotidien des vétérinaires qui t'anime dans ce nouveau poste, cette nouvelle mission. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'intitulé de mon poste, en gros, donc je suis responsable régional du développement. C'est-à-dire que j'ai dans mon périmètre un certain nombre de cliniques qui ont rejoint VetPartners. Et en fait, moi, je vais rencontrer les équipes, donc je vois tout le monde au moins une fois par mois. En gros, donc je vais passer du temps dans les cliniques pour interroger sur les besoins, sur les envies, sur les problématiques, etc. Et pour développer des choses avec eux. Je vais prendre un exemple. Voilà, une telle clinique dit nous on aimerait bien développer du merchandising à l'accueil, etc. Ok, voyons comment on peut faire ça, etc. Avec moi, mes formations, avec mes connaissances, on développe ça. Une autre clinique va me dire nous on aimerait bien lancer un nouveau service, on a besoin d'outils, on a besoin de formation, je vais trouver ça, etc. Voilà, donc tout ce que je peux faire directement, je le fais avec eux, et tout ce que je peux pas faire, en fait, je fais le lien entre les cliniques et les services support en fait de VetPartners, qui vont être plus spécialisés que moi. Le service informatique, le service communication, le service RH, etc. D'accord. Ouais, et donc d'accord. effectivement, en faisant ça, j'ai vraiment l'impression d'être une aide, quoi, et d'œuvrer pour l'amélioration de leur quotidien. Ouais, d'être utile et d'être quelqu'un qui va améliorer le quotidien de mes confrères, de mes consoeurs et des ASV, et de vraiment de servir finalement la profession. D'accord. Et quand on a préparé cette interview, effectivement, tu m'as dit que t'aimais profondément, je crois que c'est le mot que tu as employé, la profession vétérinaire, ouais. Et que tu déplorais qu'aujourd'hui, voilà, elle soit malade, en crise, ouais. Et que pour toi, il y avait vraiment un grand nombre de modèles à changer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce poste-là, tu as l'impression qu'il te permet de t'investir dans ce changement de modèle ? Oui, parce que mais rien que bon, alors après voilà, ça va être il va y avoir plein de gens qui vont dire ouais, il fait de la pub pour son groupe, etc. Mais le modèle même de ce nouveau modèle en fait avec l'arrivée des corporates, je pense que ça apporte pas toutes les solutions, faut pas non plus fantasmer que ce soit dans un sens ou dans l'autre le modèle des corporates, mais je pense que ça apporte un certain nombre de solutions justement à des problématiques de la profession, et notamment la problématique de l'isolement, tout simplement, parce que une clinique qui est toute seule, quand il y a un problème, c'est au
aux associés de le gérer et puis point final quoi. Aujourd'hui, faire partie d'un groupe, aujourd'hui il y a une 60aine de cliniques dans VetPartners, c'est autant d'interlocuteurs possibles pour pouvoir échanger et voir quelles sont les solutions quoi. C'est le principe de la communauté hein quoi. Et puis également d'avoir des gens qui sont compétents sur des choses sur lesquelles on ne l'est pas. C'est-à-dire que nous vétérinaires, alors j'ai entendu récemment une interview de quelqu'un qui sortait juste de l'école et qui disait que ça avait un petit peu changé, mais moi quand je suis sorti de l'école, j'avais aucune notion de gestion d'entreprise, de management, de RH. Tu parles d'Alexandra, c'est ça ouais. Sur Vetomicro. Oui. Alors, je vais juste redonner à nos auditeurs le numéro de l'épisode. C'est l'épisode numéro 27. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on sait pas faire, on peut le faire par quelqu'un qui œuvre dans le même sens que nous, quoi. Donc c'est un nouveau modèle. Il y a des choses qui peuvent améliorer la profession, et je pense que c'est un modèle qui répond, du moins en partie, à un certain nombre de problématiques. La première étant que de moins en moins de vétérinaires veulent s'engager dans ces responsabilités-là. Oui, d'accord. Je précise à nos auditeurs et à nos auditrices que Vetomicro a une indépendance éditoriale et que cet épisode n'est pas sponsorisé par VetPartners. Voilà. C'est absolument, dit, ce sera écrit. C'est pour ça que je précise, j'ai précisé à plusieurs reprises, c'est un avis personnel. Mais moi je le précise comme ça, il y a vraiment une totale, il y a pas de porosité entre nos activités commerciales et éditoriales. Donc on garde une indépendance éditoriale. Alors évidemment, on interroge des vétérinaires qui viennent, il y a eu Veto Adam, etc. Mais ce sont des interviews totalement indépendantes et non sponsorisées. Et du coup, tu as pas mal parlé de ton côté actif là dans des groupes Facebook, mais finalement, je pense que ça rejoint tous ces sujets qui t'animent pour l'avenir de la profession. Du coup, tu t'es investi sur quel groupe et pourquoi? Alors depuis très très longtemps, je suis sur tous les groupes un petit peu historiques, VDM vétérinaire, les perles des clients vétérinaires. Ça doit faire, je sais pas, 12 ans que je suis sur les perles, un truc comme ça. Et puis sur sur les vétos ne sont pas des pigeons, qui est un groupe pour les plus jeunes auditeurs, qui est un groupe qui est né quand il y a eu un projet au gouvernement de dégroupement entre délivrance et prescription. Voilà, et donc à l'époque il y avait eu un grand élan de solidarité vétérinaire. On était allé à 9000 manifester à Paris. Ouais, je m'en souviens. Exactement. Inoubliable. Ouais, c'était un chouette moment de communion, je pense, entre les vétérinaires. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un hymne de ce truc-là qui était Veto Outé. Je sais pas si non, alors ça me dit rien. C'était une chanson qui avait été écrite sur la musique de Papa Outé de ce prénom. Ah, mais si, bien sûr, on l'avait reçu, par mail. Mais c'est moi qui chantais. Et on l'avait. Ah, c'est fou, c'est marrant. Oui, je m'en souviens. Donc voilà. Donc sur les vétos ne sont pas des pigeons. Sur le vétérinaire et parents, donc dont je parlais tout à l'heure. Sur Veto Entraide également. Voilà, il y en a sûrement d'autres, mais il y en a tellement aujourd'hui. Sur CDM, QDM, ce genre de choses. Il y a tellement de groupes vétérinaires aujourd'hui, c'est dingue. Ouais, c'est fou. On essaiera de mettre quelques liens dans les commentaires. Et sur SPQVA, donc depuis le confinement. Alors, je reviens un peu sur le volet chanson, puisqu'on vient de parler là de... Ça fait une bonne transition. Ouais, ça fait une bonne transition, c'est parfait que tu chantais à la manifestation. Parce qu'en fait, t'es chanteur professionnel, chanteur de bal depuis 20 ans, tu l'as dit. Ouais. T'as participé à des comédies musicales, je crois que t'en as même écrit une, on y reviendra. Ouais. Comment t'as concilié tout ça avec ta vie de veto? Je dors pas. Je dors pas beaucoup. Je suis quelqu'un de passionné. Donc quand il y a un truc qui me tient à cœur, en fait, j'y mets énormément d'énergie, énormément de temps. Et donc la comédie musicale, c'est quelque chose c'est un loisir à la base quand même. Hein. Et c'est quelque chose qui prend du temps, certes, mais quand j'étais juste comédien et chanteur, en gros, ça me prenait mes dimanches.
C'est-à-dire c'est des répétitions tous les dimanches pendant 10 mois, pendant 1 an. Donc un loisir prenant, mais guère plus qu'un loisir prenant, quoi. Exactement, guère plus qu'un sportif ou quelqu'un qui fait du sport ou qui fait du théâtre ou qui fait de n'importe quoi, qui a une activité extra-professionnelle, quoi. Donc bon, ça me prenait du temps, mais pas plus que ça finalement. Après la comédie musicale que j'ai écrite, ouais là ça m'a pris d'une part beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de place dans le cerveau, on va dire. C'est quelque chose parce que j'y tenais beaucoup, et puis c'est quelque chose. Oui, tu m'as dit que c'était après tes filles, c'était la plus grande fierté de ta vie. C'est ça. J'avais pas d'enfants à l'époque. Ah, t'avais pas d'enfants, oui. D'accord. Non, c'était avant la naissance de mes enfants. Tu pouvais encore dégager un peu de temps. Ça. C'est exactement ça, parce que ça m'a pris énormément de temps. En gros, ouais, c'était une comédie musicale qui a été montée, donc que j'ai écrite en fait. J'ai pas écrit les chansons, j'ai écrit le livret en gros. J'ai écrit l'histoire, et c'était une comédie musicale qui a été jouée en 2013 et qui était uniquement faite à partir de chansons écrites et composées par Jean-Jacques Goldman. D'accord. Je suis un grand fan de Goldman, et voilà. Et donc j'ai d'abord écrit ce truc-là, et puis après j'ai casté une équipe en fait. Alors j'ai repris beaucoup de membres de la troupe de comédie musicale dans laquelle je jouais, et puis j'ai casté quelques autres personnes. À la finale, on était 31 comédiens sur ce truc-là. Donc gérer une équipe de 31 bénévoles, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, carrément, ouais. Ça demande énormément de choses. Mais voilà, c'était génial, quoi. Enfin, c'était pour les Restos du Cœur, c'est ça que tu disais. C'est ça, c'est que tout le monde était bénévole. Alors il y avait des pros, il y avait des amateurs. Mais tout le monde était bénévole, et l'intégralité des profits a été reversée au Resto du Cœur. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui a motivé ma demande d'interview, c'était quand même la chanson à la base. T'as chanté avec brio à la soirée des Veto Artistes un conte musical vétérinaire. Je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est comme ça que tu l'as appelé. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça en réalité. Je sais plus, je me souviens pas qui a parlé de conte, mais ça correspondait bien, je trouve. Oui, mais tu sais que le mot conte, il a été prononcé la première fois après cette soirée-là. Ah d'accord. En réalité, ouais. Pour moi, c'était une histoire, et en fait, on l'a appelé conte musical après cette soirée-là. Et j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait, mais c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. En tout cas, je mettrai le lien dans les commentaires. Donc c'est Théo et Jean-Louis, le petit intitulé. Et tu y as parlé des différences entre générations et du moyen de se retrouver dans le même métier en fait. Et cette prestation, elle a suscité vraiment une standing ovation. C'était hyper inspirant. Les paroles étaient fortes. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces textes? C'est mon expérience d'une part en tant que manager de plein d'équipes finalement, où j'ai vu certaines choses qui se faisaient en clinique et certaines choses qui marchaient, certaines choses qui ne marchaient pas, et puis également des témoignages de vétérinaires anciens et de vétérinaires nouveaux, on va dire, sur les groupes Facebook et surtout sur Veto Entraide. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de mal-être qui était exprimé souvent de façon anonyme sur le groupe Facebook de Veto Entraide, et qui tournait autour de ces thématiques-là, c'est-à-dire que les jeunes comprenaient pas les vieux et les vieux comprenaient pas les jeunes. Et ça avait l'air d'être une situation qui se généralisait un petit peu, je trouvais, dans la profession en France. Beaucoup de vieux qui disaient les jeunes veulent plus rien foutre, c'est vraiment des feignants, et beaucoup de jeunes qui disaient mais moi je comprends pas que les vieux ne comprennent pas qu'on ait envie de vivre à côté de notre profession, quoi. Donc voilà. Et en fait, ce conte musical, finalement, Théo et Jean-Louis, il est venu parce que Laurent Gessen et Timothée Audouin, qui sont les organisateurs du spectacle des vétérinaires artistes là, depuis quelques années, qui a lieu donc en marge de la VAC, m'ont demandé. Alors Timothée, je le connais depuis 20 ans, hein, c'est mon meilleur ami, mais Laurent et lui connaissent un petit peu ce que je peux faire en vidéo sur YouTube et sur Facebook, et m'ont demandé, on cherche des artistes, et on voudrait bien que tu fasses un passage sur
sur la soirée des vétérinaires artistes. Et j'aurais demandé, bah oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils m'ont dit, bah ta carte blanche. Bon, alors carte blanche, je me suis dit si je fais juste alors c'est un quart d'heure, donc ça fait 3 chansons. Si je fais juste 3 chansons qui ont rien à voir les unes avec les autres, juste pour montrer que je sais chanter tout ça, ça va être sympa, mais d'autres le font déjà. Moi, j'ai envie de faire un truc qui est un peu différent. Donc, faut que j'écrive une parodie de chanson. Ouais, mais une parodie d'un quart d'heure, ça fait une grande chanson, quoi. Donc du coup, j'ai calculé, ça fait 3 chansons. Et alors, bizarrement, la première chanson qui m'est venue en tête, c'était Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. D'accord. Quand on est con, on est con. Voilà, et qui parle de ça en fait, qui parle des jeunes cons enfin des jeunes qui trouvent que les vieux sont des vieux cons et des vieux qui trouvent que les jeunes sont des jeunes cons. Ça c'est éternel, je crois, comme je pense, ouais, complètement. Et en fait, ça m'a remémoré effectivement un petit peu tout ce que je pouvais voir dans les cliniques et sur les commentaires dans les groupes Facebook et de ce conflit entre les générations. Donc je me dis tiens, je vais faire un truc là-dessus. Et je vais faire 2 chansons, une avec le point de vue d'un vieux et puis une avec le point de vue d'un jeune. Et la troisième, j'ai pas d'idée, mais je verrai au fur et à mesure, quoi. Donc j'ai écrit la première chanson. Alors j'avoue, la première chanson, c'est sur le SOS d'Intérieur en détresse. Je l'ai choisi parce que je me suis dit, ça c'est une performance vocale, et puis je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis capable vocalement. Et donc j'ai choisi cette chanson pour ça, parce que c'est à mon sens, une des plus compliquées du répertoire français en termes de tessiture. Et je me suis dit, je vais me la péter un peu et je vais chanter celle-là pour montrer que je sais le faire. Ça a fait son effet. Hein. Je suis cap. Voilà. Et j'ai écrit cette chanson et je l'ai fait écouter à quelques personnes, etc., dont ma maman. Ça lui a tiré des larmes et je me suis dit, tiens, je tiens un truc là. Parce que effectivement, c'est un truc qui touche, qui a l'air de toucher. Oui, c'était hyper émouvant, effectivement. Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit, donc c'était un peu le but, donc j'étais assez content de voir que ça marchait. Donc j'ai écrit la deuxième chanson avec le point de vue de Théo, le jeune. Et puis la troisième, je me suis dit la troisième elle est casse-gueule parce que moi je vais me placer en un qui balance entre 2 âges, comme disait Brassens, et du coup je vais faire quoi? Je vais faire une chanson où je vais donner les solutions. Ça va être hyper, c'est prétentieux, c'est moralisateur, et j'ai pas envie de faire ça. Et donc je me suis dit, je vais quand même me placer en tant que moi, et je vais juste donner des solutions toutes bêtes qui vont pas révolutionner les choses, mais qui vont juste donner un peu de baume au cœur, quoi, et de dire finalement il suffirait de se parler plutôt que de s'insulter en l'absence de l'autre, en disant les jeunes machin, les vieux machin. Parlons-nous, essayons de faire des choses ensemble et peut-être qu'on arrivera à se comprendre, quoi. Donc voilà, j'ai écrit ça. En tant que fan de Goldman, je choisis une chanson de Goldman. Je me suis dit il faut quand même que je fasse un Goldman. Alors l'envie, c'est Johnny qui l'a chanté, mais c'est Goldman qui l'a écrite. D'ailleurs, je la fais plus à la Goldman qu'à la Johnny, je pense. Voilà. Et bizarrement, dans les retours que j'ai, c'est la chanson qui a le plus ému. Cette chanson-là. Oui, parce que c'est celle qui arrive en dernier, et puis c'est celle qui est hyper inspirante sur. En fait, on se rejoint quand même beaucoup sur un vrai terrain d'entente. Il suffit de regarder à nouveau, quoi. Ouais. Mais en fait, quand je l'ai écrite, j'étais pas sûr de celle-là. Je me disais, c'est un peu banal en fait ce que je dis. Finalement c'est même c'est des lieux communs, quoi. Faut qu'on mange ensemble, faut qu'on soit gentils les uns avec les autres. C'est un peu bisounours, c'est un peu cucu finalement. Et en fait non, c'est quelque chose qui a des retours que j'ai qui a vraiment touché les gens. Donc je suis super content, quoi. C'est vraiment un truc. Là, je regardais ce matin la vidéo. Ça fait 3 semaines à peu près que je l'ai postée. Elle a été vue par plus de 7000 personnes, 7200 personnes, je crois. Donc ça fait un ça m'étonne pas, bien sûr. Et on remettra le lien, et j'invite les auditeurs qui l'ont pas écouté à aller l'écouter, parce que c'est vraiment très chouette. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et que en fait on parle de lieux communs, nous il y a pas très longtemps là pour Noël, on a publié un article sur l'émerveillement vétérinaire, et ça a été un gros carton. Et pour autant, c'était aussi des lieux communs. C'est comment on regarde à nouveau dans notre quotidien pour s'émerveiller à nouveau de notre quotidien de vétérinaire. Et on a eu pareil plein de messages hyper positifs sur cet article.
parce que finalement on est peut-être tellement dans un tourbillon du quotidien et axé sur oui la crise de la profession parce que tout va pas bien en ce moment, que parfois on oublie que les choses que les solutions sont parfois dans des choses hyper simples en fait. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Mais je l'ai réalisé par rapport au retour que j'avais quoi, que en fait, juste ça va peut-être mieux en le disant. Ouais, complètement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, on a déjà abordé pas mal de sujets. Il me reste quelques questions et il y en a une, je vais pas pouvoir m'empêcher de te la poser. Et Star Wars dans tout ça parce que non, c'était Star Wars dans tout ça. Je ferai une petite capture d'écran pour nos auditeurs parce qu'en fait, je vois que derrière toi, il y a un grand panneau avec Z6POR2D2, pardon, hein, ma culture Star Wars est très très pauvre, je sais pas si c'est ça, mais si, c'est ça. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'en plus je t'ai googlisé évidemment pour préparer cette interview et j'ai trouvé des articles de la presse locale là-dessus, donc je crois que t'as genre une collection chez toi. Ouais. Même. Ah, même la presse nationale. Ouais. En fait, oui, c'est bête, hein. Je suis fan de Star Wars depuis. Je crois que j'ai vu Star Wars la première fois, je devais avoir 5 ans. Et j'avais été en VHS, hein, donc. Mais j'ai connu aussi, hein, tu sais. En VHS enregistré sur la télé. On rembobinait. On rembobinait exactement. Et voilà, c'est un univers qui m'enchantait. Et c'est un vrai univers où on peut s'enfuir et aller dans un autre monde comme d'autres univers de fiction. Mais celui-là, je l'ai un peu redécouvert en 97 quand George Lucas l'a ressorti au cinéma en version remasterisée. Et quand je suis allé le voir à l'époque, j'étais à Nantes. Et quand je suis allé le voir, en fait, je suis allé à la Fnac qui était à côté du Cinoche. Et j'ai vu qu'il y avait des bouquins. À la base, je voulais juste m'acheter les bouquins des films, en fait. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres romans qui racontaient des histoires différentes, etc. Qui racontait des choses qui se passaient avant les films, après les films, entre deux films, etc. Donc j'ai commencé à acheter 2 romans que j'ai dévorés, et puis après j'ai acheté un autre roman. Et comme je suis complétiste, en fait, il m'a fallu tous les romans. Et puis quand t'es complétiste, c'est ça que t'as dit? Ouais, je suis complétiste. Pas complotiste, mais complétiste. Non, ouais. C'est une vraie maladie. C'est-à-dire si je commence un truc, il faut que j'aille au bout. Il me les faut tous. Voilà, c'est pour ça que je joue pas à Pokémon parce que je deviendrais fou, je crois. Mais ouais, en fait, très vite, il m'a fallu tous les romans et il fallait que je lise tous les romans, il fallait que je sache tout sur l'univers de Star Wars. Puis après, j'ai commencé les comics, donc après il m'a fallu tous les comics, puis tous les guides, puis tous les machins. Puis au bout d'un moment, j'ai une collection qui est assez délirante, qui est peut-être la plus grande bibliothèque Star Wars de France. Donc voilà. Donc chez moi, c'est un vrai musée Star Wars. Il y a du Star Wars partout. Alors surtout depuis que je vis tout seul avec mes enfants. Là, ça a pris des proportions de dingue. Et donc, forcément, je me suis, comme c'était un truc qui était une passion, j'ai une connaissance qui était assez encyclopédique en fait de Star Wars. Et j'ai eu la chance de trouver une tutrice de thèse qui accepte que je fasse ma thèse vétérinaire sur Star Wars. Mais non. Mais si. C'est dingue. Ouais. Donc en fait, je suis docteur en Star Wars. C'est assez fou, quoi. Enfin, c'est un truc génial. L'intitulé de ma thèse, c'est les mécanismes de l'évolution des espèces illustrés par les créatures de l'univers de Star Wars. Cela étant, je trouve ça génial que on autorise des thèses littéraires ou socio-pro aux étudiants vétérinaires français. Moi, je m'en sers énormément dans mon quotidien de journaliste. Et franchement, ça, je trouve ça très cool qu'ils aient pas fermé à la clinique. Ouais, c'est plus dur aujourd'hui, je pense. Tu crois? Tu penses que c'est plus dur? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit des thèses expérimentales pour que ce soit accepté. Ah d'accord, ok, je savais pas. Mais à l'époque, on pouvait encore faire des thèses bibliographiques et j'ai eu la meilleure mention. Hein. Enfin, c'était vraiment, c'est pas un travail, c'est pas un boulot juste comme ça pour rigoler. Tu l'as fait à fond comme tout ce que tu fais. Ah ouais, c'est vraiment là. En plus, j'y connaissais pas grand chose en évolution, donc là, je me suis énormément documenté là-dessus, etc. Et en fait, le principe de cette thèse, c'est que j'explique les principaux mécanismes de l'évolution, sauf que plutôt que de les illustrer avec des mouches drosophiles ou des pinsons de Galapagos, je les illustre avec des Ewoks, avec des Wookiees, avec des Gungans, quoi. Donc c'est assez rigolo, c'est assez génial, et en fait c'est
c'est un boulot de vulgarisation scientifique, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Oh, c'est hyper marrant. Ouais, c'est assez marrant. Et du coup, je suis devenu, je me suis rapproché d'autres fans, évidemment, hein, notamment sur Internet. Et donc, je suis devenu, comme j'avais une grande connaissance de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, c'est l'univers livresque et essentiellement de Star Wars. En fait, je suis devenu responsable de la littérature d'un site qui à l'époque ça s'appelait Anakin Web et qui aujourd'hui s'appelle planetstarwars.com et qui s'avère être le plus grand fansite d'Europe ou le deuxième plus grand fansite d'Europe, je sais plus, après un site anglais. Donc voilà, donc c'est assez rigolo, ça me permet de faire des interviews d'auteurs, hein, des critiques de bouquins, etc. Qui sont très très sympas. Ça te permet toujours d'avoir un à côté créatif, différent, pour trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est encore une vie, encore une de mes 100 vies, quoi. Une vie parallèle. Ouais, une vie parallèle dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bon, si on revient un peu, on retourne dans le domaine vétérinaire, on quitte Star Wars. Ouais. Il y a une question que je pose assez souvent, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes vétérinaires là qui nous écoutent, qui sont peut-être encore à l'école et qui vont sortir et qui sont pour la plupart assez inquiets du monde qui les attend. J'ai envie de leur dire, faites des stages et arrêtez d'aller faire des stages dans des grands centres dans lesquels vous travaillerez pas, ou dans des trucs hallucinants avec du matériel extraordinaire que vous utiliserez probablement jamais dans votre carrière. Allez faire des stages dans des petites cliniques vétérinaires. Pour la plupart d'entre vous, ce sera ça votre quotidien, et confrontez-vous à la réalité et vous allez voir que c'est un métier qui est génial, quoi. Mais si vous Là, je vois dans les petites cliniques, on a du mal à trouver des stagiaires, alors que dans des grands centres, des CHV ou des centres de référé, etc., ils croulent sous les demandes. Mais c'est pas ça la vraie vie, en fait. Et certains d'entre vous travailleront dans des grands centres, etc., mais la plupart d'entre vous travaillera dans des cliniques généralistes. Et le problème, c'est que si vous vous faites une idée fausse, en fait, du métier de vétérinaire, où vétérinaire, c'est traiter des cas avec 40 examens complémentaires hyper onéreux avec une clientèle fortunée, etc. Quand vous allez être confronté à la vraie vie vétérinaire, vous allez être déçu. Donc, faites des stages dans des petites cliniques, dans des cliniques mixtes, dans des cliniques canines, dans des cliniques équines, ce que vous voulez, mais faites des stages dans des vraies cliniques et pas dans des grands centres. Et là, vous vous confronterez réellement à la vraie vie vétérinaire. Et quand vous sortirez de l'école, vous aurez pas de désillusion. C'est le conseil du Jedi. C'est le conseil du Jedi. Du sage. Moi, j'ai toujours été généraliste. J'ai fait 17 ans de médecine généraliste et j'adore ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le métier qu'il me fallait, quoi. C'est-à-dire que c'est le contact avec la clientèle, c'est la diversité de ce qu'on peut faire chaque journée. Bon, après, ça va avec ma personnalité, la diversité, j'ai besoin de faire plein de trucs différents, mais voilà. Et surtout, c'est ce qui attend la plupart des vétérinaires. Donc voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec une toute dernière question qui est inspirée par ton compte musical Théo et Jean-Louis. Est-ce qu'on est véto pour la vie? Je pense, ouais. En tout cas, moi, en tout cas, j'espère. C'est un métier dans lequel on met tellement de nous-mêmes, ne serait-ce que le temps qu'on passe à faire des études. Enfin, mine de rien, 7 ans c'est long, plus qu'un master, comme disait Jean-Louis. Et dans lequel on investit énormément de nous-mêmes. Et quelque part, c'est dommage d'investir autant de nous-mêmes pour faire ça 10 ans et puis faire autre chose, quoi. D'autant plus que on peut faire autre chose à côté. Enfin, c'est pas une fin en soi, la preuve. Moi, je fais énormément de choses. Je suis vétérinaire et je fais autre chose. Vétérinaire, ça veut pas forcément dire praticien. Ça veut pas forcément dire. C'était ça le sens de ma question, effectivement, parce que je me souviens que Timothée Audouin, dont tu as déjà parlé, quand il a terminé pour clôturer la soirée des véto-artistes, il a redit, on est tous ici, pas tous praticiens, mais on est tous ici vétérinaires pour la vie. C'est ça. Moi, je me sens véto. Je pratique plus depuis 6 mois. C'est pas du tout garanti que je repratique pas un jour dans ma carrière. Mais moi, je me sens véto, quoi. C'est il y a une espèce de débat en ce moment sur ce qu'est un vétérinaire en exercice, etc.
Je pense qu'il y a plein de manières d'être vétérinaire, mais je pense qu'à partir du moment où on œuvre pour la santé animale, on est véto, quoi. Donc moi, j'œuvre plus directement pour la santé animale. Moi, j'œuvre pour les gens qui le font. Mais du coup, indirectement, tout le monde fait partie de la chaîne, quoi. On fait partie de la chaîne. Et puis surtout, c'est une question d'état d'esprit, quoi. Je pense qu'on est véto pour la vie. Alors, en tout cas moi, après je sais pas, peut-être d'autres auront besoin d'avoir une autre vie qui est totalement différente de vétérinaire, ou, pas parce qu'ils aiment pas, mais parce que comme moi ils ont envie de vivre d'autres vies. En tout cas moi je pense que je suis véto pour la vie. C'est une chouette manière de conclure cet entretien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on aurait oublié ? Je pense qu'il faut vraiment que la bienveillance soit le médicament à la crise actuelle de la profession. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, je trouve, entre les salariés et les associés, entre les jeunes et les vieux, entre les indépendants et les gens qui rejoignent des corporates, etc. Et la profession, elle est suffisamment en crise, suffisamment malade pour qu'on n'en ajoute pas en se foutant sur la gueule. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il faut vraiment que main dans la main, on avance tous dans le même sens parce qu'on a tous les mêmes problématiques finalement. C'est les problématiques de recrutement, c'est les problématiques de changement de la société, etc. On doit tous y faire face, on a tous plus ou moins de capacité à accepter le changement et à l'accompagner. Mais je pense que si on s'isole et si on se monte les uns contre les autres, de toute façon, ce sera plus dur. Donc, ça va être un lieu commun, ça va être un peu moralisateur, mais je pense qu'il faut vraiment que les vétérinaires, comme on l'a montré justement, on en parlait tout à l'heure lors de la mobilisation contre le dégroupement, il faut qu'on avance tous main dans la main et il faut qu'on arrive à communiquer et à accepter qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être vétérinaire et que il y en a pas une qui vaut mieux que l'autre et que c'est pas parce que quelqu'un est vétérinaire différemment de soi qui vaut moins que soi. Et puis on a des intérêts communs. Et on a des intérêts communs, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut maintenir la profession vétérinaire en santé ou si on veut la faire revenir dans la santé, il faut vraiment qu'on s'accompagne les uns les autres. Alors, il y a plein de choses qui servent à ça. Hein. Je reparle encore de Véto Entraide, qui pour moi est une association extraordinaire. Mais c'est aussi le cas de d'autres trucs comme SPQVA sur Facebook ou comme même l'ordre des vétérinaires. L'ordre des vétérinaires a souvent mauvaise presse, mais l'ordre des vétos est aussi là pour essayer de maintenir la profession en santé en fait, ou le syndicat, etc. Et je pense que vraiment il faut qu'on arrête de se battre pour des différences, c'est idiot. Et qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que tous ensemble on peut perdurer. Bon, merci pour cette chouette conclusion. Est-ce que s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, via tes réseaux sociaux, ou je sais pas comment c'est le plus facile de faire? Le plus facile, c'est sur Messenger. J'ai envie de dire, je réponds à tout le monde. Hein, alors, c'est pas la peine de me demander en ami si on se connaît pas, parce que j'essaie quand même de cloisonner. Sur mon Facebook, je partage beaucoup de choses de mes enfants. J'ai pas envie de les partager avec tout le monde, mais sur Messenger, je réponds. Donc Anthony Leclerc, hein, sur Messenger, j'ai pas de pseudo. Hein. Donc voilà, il y a déjà des gens qui m'ont contacté par rapport à justement à ce compte que j'ai partagé. Donc faut pas hésiter quoi. Bon, impeccable. J'espère que personne n'hésitera. Merci beaucoup pour ce partage, ce retour d'expérience. C'était super varié, c'était super intéressant. Merci à toi. Voilà, et voilà, nos auditeurs auront noté que Anthony est célibataire. Ouais, je pense que c'est l'information principale de ce podcast. Ouais, c'est ça, c'est l'information cruciale. Merci beaucoup Anthony, à bientôt. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer.
Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.